Bienvenue dans le débat de France 24. Malgré les appels au calme de la communauté internationale, rien ne semble en mesure d'apaiser les esprits pour le moment au Proche-Orient. C'est désormais sur deux fronts qu'Israël tente de contenir la colère palestinienne. D'abord à ses portes avec les tirs de roquettes du Hamas, désormais capable de viser des cibles où qu'elles soient, comme à l'extrême sud avec l'aéroport Ramon près d'Eilat, le deuxième du pays. Mais c'est désormais aussi au sein même du territoire israélien qu'éclatent les violences dans ces villes dites mixtes où Arabes israéliens manifestent leur solidarité avec Jérusalem-Est, Gaza et la Cisjordanie et expriment plus qu'un doute aussi envers Israël en tant qu'État juif et démocratique. L'est-il encore pleinement et pour tous ses citoyens? On va en débattre avec ici même à mes côtés Sylvaine Bull, professeur de sociologie à l'Université de Paris. Vous êtes également spécialiste de la société israélienne et du conflit israélo-palestinien. Voici l'ouvrage, le dernier ouvrage que vous avez publié avec la participation de Yann Soyoldo-Zurker. C'est la sociologie de Jérusalem. On va en parler dans un instant avec vous. Merci d'être dans le débat de France 24. Merci également à Emmanuel Charby, avocat et notaire, avec nous en duplex de Tel Aviv. Bonjour Emmanuel Charby. Bonjour. Je salue également la présence parmi nous de Talat Chinaoui, doctorant en sciences sociales à l'Université de Louvain en Belgique et qui est avec nous en direct par téléphone depuis Israël. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Mais d'abord, on va aller faire un point tout de suite sur la situation ce soir avec Gwendoline Debono qui est en direct de Jérusalem. Gwendoline, vous revenez de l'une de ces villes dans lesquelles les Arabes israéliens ont donné de la voix ces dernières heures, la ville de Saint-Jean-d'Acre. Qu'avez-vous observé ? Alors d'abord, en repartant tout à l'heure, la présence de renforts de police assez nombreux dans Saint-Jean-d'Acre pour éviter ce qu'il s'est passé la nuit dernière. Et là, bien là, on a vu beaucoup d'affrontements, des jeunes se barricader, par exemple, dans la mosquée de Saint-Jean-d'Acre et affronter la police en lançant des feux d'artifice, des pierres et d'autres objets sur les forces de police jusqu'à assez tard dans la nuit. Un jeune juif a été lynché également hier à Saint-Jean-d'Acre. Quand vous circulez dans la ville, vous voyez des petits groupes de jeunes. Alors parfois ce sont des groupes de jeunes juifs extrémistes, parfois des jeunes groupes d'Arabes israéliens qui brûlent des pneus, qui brûlent des poubelles, qui établissent des barrages dans la ville. La nuit, plus personne vraiment ne sort dans la ville à part ces groupes. Et puis la journée, vous allez voir les choses qui ont été détruites. Aux premières heures des émeutes, c'est par exemple un restaurant assez iconique de Saint-Jean-d'Acre qui a été complètement brûlé parce que son propriétaire est juif. Le propriétaire, lui, estime qu'il est un symbole de coexistence de la ville et que c'est pour ça qu'il a été attaqué. Ce matin, beaucoup d'habitants arabes venaient le saluer, lui porter l'accolade, lui exprimer son soutien. Il faut quand même dire, j'ai passé une partie de la nuit à Saint-Jean-d'Acre, que ces émeutiers, si on peut dire, ces jeunes qui sont en colère, c'est pas non plus des milliers de personnes. Ce sont vraiment des petits groupes. Vous n'avez pas des milliers et des milliers de jeunes dans la ville. Donc c'est ce qu'on observe. Il y a beaucoup d'habitants juifs et arabes qui tiennent à cette coexistence, mais qui vous disent que clairement, ces derniers jours, elle s'est fortement abîmée. Merci Gwendoline Debono. Vous restez avec nous. Talat Chinaoui, vous êtes surpris en tant qu'Arabes palestiniens d'Israël, comme aiment à se désigner eux-mêmes, ceux qu'on appelle par ces dénominations arabes israéliens. Vous êtes surpris de voir cette rupture au sein même de la société israélienne? Oui, bonjour. Oui, surpris. Je ne sais pas très bien si c'est le bon terme, si je suis surpris, mais c'est quelque chose d'étonnant qui arrive au moment où tout ce qui se passe à Jérusalem et tout ce soulèvement qui était imprévu, qui était complètement imprévu et qui rappelle les événements de 2000, l'intifada de l'Aqsa et la journée de la Terre 1976. Et c'est quelque chose quand même, c'est quelque chose qui n'est pas du tout organisé par les partis arabes ou par les acteurs locaux. C'est quelque chose quand même qui est très spontané. Pas organisé par les partis arabes. Emmanuel Charby, c'est votre avis, à vous aussi? Bonsoir. Écoutez, est-ce que c'est organisé ou pas par les partis? On espère que non, puisque on s'aperçoit que depuis maintenant deux années et 4 élections, les partis arabes représentent de plus en plus leur population, c'est-à-dire leur cœur de cible.
mais on se demande quelle est véritablement la motivation de cette population, parce que si on regarde ce qui se passe dans le monde arabe voisin d'Israël, le taux de chômage des Arabes israéliens est plus bas que dans le reste de ces pays. Ils ont la totalité, pardon, des droits civiques, droits de vote, droits de vie totalement libres. Et donc, on se dit aujourd'hui, est-ce qu'en fin de compte, on ne se serait pas trompé? C'est les sociologues qui pourront nous dire ça, j'imagine, dans quelques années. Mais est-ce qu'en fin de compte, on ne s'est pas trompé sur ce modèle de coexistence, entre guillemets, dans certaines villes? Parce qu'il faut rappeler que la ville d'Akko, donc de Saint-Jean-d'Acre, dont vous parlez précédemment, est une ville qui est véritablement une ville de coexistence entre musulmans, c'est-à-dire arabes israéliens, juifs israéliens et chrétiens. Donc aujourd'hui, pardon ? Allez-y. Non, oui, donc aujourd'hui, le point est véritablement de savoir quelle est la motivation de ces jeunes gens. Parce qu'en effet, comme le disait votre journaliste précédemment, il s'agit de peu de monde, mais c'est peu de monde qui ont fait énormément de saccages et qui ont causé énormément de dommages depuis 72 heures. Il y a eu des lynchages de juifs dans les frontières de l'État d'Israël. On ne parle pas de quelque chose d'anodin. L'État d'Israël a quand même été créé justement pour protéger la population juive, et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu le monde à l'envers, avec une population juive qui est victime d'une population minoritaire qu'elle accueille et à qui elle donne évidemment la totalité des droits. Je fais réagir la sociologue justement qui est à mes côtés, Sylvaine Bull, dans un instant, mais peut-être justement une précision, Gwendoline de Bono, vous qui êtes sur place en tant qu'observatrice pour France 24, journaliste, les lynchages, ils n'ont lieu que dans un sens, effectivement, ce sont des lynchages dont les Juifs pour lesquels les Juifs sont pris pour cible, des pogroms, comme le disait hier le président israélien Reuven Rivlin. Ah non, il y a l'inverse aussi. Il y a des Arabes qui ont été lynchés par des groupes d'extrémistes juifs. Ce qu'on voit ce soir, juste encore ce soir, dans la ville de Lod, où normalement personne n'a le droit de venir, si on n'habite pas la ville de Lod, où personne n'a le droit de se déplacer, vous avez des appels de groupes extrémistes juifs. C'est vraiment des groupes extrêmes que l'on connaît, qui se rassemblent là-bas, alors que personne n'a le droit d'entrer, avec des intentions assez claires. Et les Arabes sont également pris à partie. À Acre, hier, vous aviez des gens qui ont été bloqués dans un supermarché quelque temps parce qu'ils étaient menacés par ces groupuscules de juifs extrémistes. Donc il n'y a pas seulement qu'un côté. Mais c'est vrai que dans les villes comme Acre, par exemple, les seuls magasins qui ont été brûlés, ce sont des magasins où les propriétaires sont juifs, et ils l'ont été pour cette raison. Mais c'est vrai qu'il y a dans ces villes des démonstrations de ces groupes extrémistes juifs qui se sentent un peu légitimés. On l'a vu aussi à Sherjara, d'ailleurs, où ils ont fait plusieurs interventions. Vous savez, c'est ce quartier de Jérusalem-Est où des familles palestiniennes sont menacées d'expulsion. Et quand vous leur demandez un petit peu pourquoi ils font ces démonstrations, comment ils se sentent maintenant, ils vous parlent aussi du fait qu'ils ont des députés à la Knesset. On parle du parti La Puissance Juive, qui sont des suprémacistes juifs. Et on sent tout de même dans ces groupuscules extrémistes juifs qu'ils sentent qu'ils ont, si vous me permettez l'expression, un peu le vent en poupe. Alors on va écouter ce que disait justement Reuven Rivlin, le président israélien, hier, après avoir appris ce qui s'est produit à Lod, où effectivement des habitants juifs ont été la cible de saccages notamment et de scènes d'agression. Écoutez le président israélien. Les scènes de pogrom à Lod et les troubles à travers le pays de la part d'une foule arabe assoiffée de sang qui blesse des personnes, endommage des biens et s'attaque même à des lieux juifs sacrés sont impardonnables. Sylvaine Bull, c'est une rupture profonde à laquelle on assiste aujourd'hui. On avait, j'allais dire, presque l'habitude de voir ce type de conflit éclater à Jérusalem, par exemple, que vous connaissez bien, mais là on l'observe dans d'autres villes d'Israël où on pensait la population arabe israélienne bien intégrée avec justement la population juive locale. Oui, non, alors nous ne sommes pas vraiment surpris. Et puis la population, en effet, palestinienne d'Israël est véritablement en rupture. On peut parler d'une espèce de fracture ethno-nationale désormais, mais qui existe depuis très longtemps. En fait, le terme récurrent de coexistence, pour nous, politistes ou sociologues, qui travaillons, vivons là-bas, en effet, il est plutôt de façade. Je dirais qu'il y a une coexistence fonctionnelle, utilitaire, parce que les deux communautés ont besoin l'une de l'autre, notamment les Palestiniens d'Israël, qui sont
très dépendante du bassin d'emploi israélien. Mais la jeune génération, notamment des Palestiniennes des villes où il y a ces tensions, Ramleh, Lod, Aklo, etc., et véritablement n'a plus de lien avec Israël. Vous employez d'ailleurs le terme de Palestiniens d'Israël et non pas d'Arabes israéliens, c'est oui, important. Parce que Palestinien d'Israël est une qualification politique et sociologique, alors que Arabes israéliens, etc., c'est une catégorie statistique et juridique, ou même ethnique. Mais les Palestiniens eux-mêmes se définissent comme des Palestiniens d'Israël. Mais je crois que là-dessus, ça n'est pas le principal problème. Cette sémantique-là n'est pas très gênante. Il y a une sémantique qui est plus gênante pour nous qui vivons ou travaillons là-bas, c'est que le terme d'Israël, en effet, a été abandonné dans la bouche des Palestiniens. On parle de Ehud, de Juifs et pas d'Israël ou d'Israéliens. Donc c'est tout à fait révélateur de la dégradation aussi psychologique, on évoquait symbolique. Notamment la crise du Covid pour dire que des rapprochements inédits s'étaient opérés au sein de cette société. Oui, c'est pas le cas ? Oui, mais inédit au sens là aussi utilitaire et fonctionnel. Les médecins palestiniens ont toujours baigné dans une grande mixité professionnelle, mais ça s'arrête très souvent là et vice-versa. Alors on va voir justement de quoi il s'agit exactement. Qui sont-ils? C'est près d'1,5 million d'habitants en Israël, 18% de la population israélienne descendants des Palestiniens restés sur leur terre après la création de l'État hébreu. Elle porte encore les stigmates d'une flambée de violence inédite au XXIe siècle. La ville mixte de Lod a longtemps été un symbole de la cohabitation entre juifs et arabes en Israël. Mais ce fragile équilibre a volé en éclats cette semaine, laissant planer le spectre d'une guerre civile. À Lod, environ 30% des habitants sont arabes. Le sort des familles palestiniennes menacées d'expulsion à Sherjara, à Jérusalem-Est au profit de colons israéliens, a été très suivi ici, comme à Jaffa, Oum al-Fahem, Nazareth, Haïfa et Saint-Jean d'Acre. Israéliens par citoyenneté, mais palestiniens dans l'âme, les Arabes israéliens sont les descendants des Palestiniens restés sur leur terre après la création de l'État hébreu en 1948. Une minorité plus pauvre que la majorité juive qui comprend des musulmans et des chrétiens parlant en général hébreu et arabe. En 2019, ils représentaient un peu plus de 20% de la population totale, 6 Arabes israéliens sur 10 vivant en Galilée, cette grande région du Nord. En Israël, rares sont les écoles mixtes où élèves juifs et arabes étudient ensemble. La population arabe se dit d'ailleurs souvent victime d'une discrimination institutionnalisée en matière d'accès au logement ou aux services publics notamment. Souvent considéré comme un précieux sésame d'entrée sur le marché du travail, le service militaire n'est par exemple pas obligatoire pour eux. Sur le plan politique, jamais un parti arabe n'a fait partie du gouvernement, mais aujourd'hui, leur liste compte. Exemple, lors des 2 dernières législatives où l'Union des listes arabes a récolté 15 puis 10 sièges sur les 120 que compte la Knesset. Talat Chinaoui, les Arabes israéliens ou Palestiniens d'Israël sont aujourd'hui victimes d'une discrimination d'État. C'est une réalité. La discrimination elle est systématique en Israël. C'est-à-dire il y a des lois qui excluent vraiment les Arabes israéliens de certains jobs et de certains accès au pouvoir de l'État. Sauf que on a vu certaines améliorations de la situation des Arabes israéliens depuis la rentrée d'Israël dans l'OCDE. Sauf que avec cette réalité... allô? Oui, on vous entend. Allez-y, on vous entend, Talat Chinaoui. Talat Chinaoui, on vous entend très bien. Vous pouvez poursuivre. Oui, vous ne nous entendez plus, visiblement. Bon. Oui. Allez-y, Talat Chinaoui, on vous écoute. Oui, je disais, oui, il y a des discriminations en Israël, c'est en réalité, oui. Oui, vous disiez que c'était moins le cas depuis l'entrée d'Israël dans l'OCDE. Et puis, oui. Il y a eu cette loi sur l'État-nation en 2018 qui a relancé les critiques contre ce que beaucoup de Palestiniens ou d'Arabes israéliens qualifient d'État d'apartheid. Oui, ça... c'est ainsi que vous le ressentez, vous, en tant que Palestinien d'Israël ou Arabe israélien?
Oui, je trouve que l'identification, l'État juif, ça veut dire l'identité juive de l'État exclut la partie arabe de la population arabe d'Israël. Et ce que je le ressens, c'est quelque chose quand même personnel. Oui, je trouve que ça laisse le sentiment qu'on ne fait pas partie de cet État, et ça renvoie à l'identité palestinienne, ça renforce notre identité palestinienne. Emmanuel Charby, c'était une erreur, cette loi. Est-ce qu'on n'a pas instrumentalisé la Constitution à des fins politiques ? Écoutez, déjà, pour revenir sur ce que disait votre précédent intervenant, dire qu'il y a une discrimination institutionnalisée en Israël, c'est une plaisanterie pour quiconque habite en Israël, se rend compte par ses yeux et par la loi qu'il n'y a aucune discrimination. Il suffit de se rendre dans n'importe quelle pharmacie pour voir justement la surreprésentation, par exemple, des populations arabophones dans des pharmacies. Pareil dans le métier d'avocat, entre autres. Le fait que l'arabe ne soit plus langue officielle d'Israël, par exemple, qu'elle ait été déchue de ce statut, est-ce que ce n'est pas faire des locuteurs arabes des citoyens de seconde classe, de même que leur dénier le droit à l'autodétermination, qui n'est reconnu que pour le seul peuple juif ? Je pense très clairement que la loi sur l'État-nation est une excuse, puisqu'on n'a pas attendu la loi sur l'État-nation de 2018 pour avoir des heurts à Jérusalem et pour avoir des intifadas et pour avoir des violences, des violences intercommunautaires. Il faut juste voir la réalité. La coexistence ne veut pas dire la mixité. En Israël, on a en effet une coexistence, c'est-à-dire que nous avons deux populations qui vivent l'une à côté de l'autre et qui ont peu de liens hormis les relations de travail, c'est-à-dire sur les chantiers, dans les pharmacies, etc. par exemple. Mais regarder uniquement la loi de l'État-nation et en faire l'alpha et l'oméga d'une discrimination fantasmée par les Arabes israéliens, c'est ne voir pas plus loin que le bout de son nez. Emmanuel Charby, de ce simple fait, si vous êtes juif, quel que soit le lieu dans lequel vous résidez dans le monde, vous avez un droit automatique de venir vous installer en Israël et de demander la nationalité israélienne. Alors même que si vous êtes palestinien et que vous êtes marié à un citoyen arabe palestinien d'Israël ou arabe israélien, eh bien vous ne pouvez pas le rejoindre. Le regroupement familial pour cela est interdit. Est-ce qu'il n'y a pas là deux catégories de citoyens ? D'accord, écoutez, la loi sur l'État-nation n'a rien changé sur ce point-là, et pour ce qui est du regroupement familial, il y a plein de pays dans le monde qui le pratiquent, c'est ni un avantage ni un inconvénient. En Israël, en effet, il n'y a pas de regroupement familial. Israël est le pays, le foyer national du peuple juif, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la citoyenneté et la nation. Israël est le pays de la nation juive et il est le pays également de ses citoyens. Il peut y avoir des citoyens qui ne sont pas juifs. Et en ça, la loi sur l'État-nation n'a strictement rien changé, puisque la loi de l'État-nation n'a fait que pousser un petit peu plus le fil de la déclaration d'indépendance de 1948 de Ben Gurion, qui précisait déjà qu'Israël était le foyer national de l'État juif et qu'il devait être un État juif et démocratique. Alors après, on peut discuter de la complexité, parfois du casse-tête que ça peut être de devoir tenir les deux bouts de la chaîne, mais parler encore une fois de discrimination institutionnalisée, véritablement, il suffit de se balader en Israël et de connaître un peu les textes de loi pour s'apercevoir que ça ne tient pas debout. On va revenir dans un instant dans la deuxième partie du débat. On interrogera notamment Sylvain Bull sur le statut aussi particulier des Palestiniens de Jérusalem, qui là aussi est distinct de celui, en tout cas de Jérusalem-Est, qui est distinct de celui des Arabes israéliens ou des Palestiniens d'Israël. Et puis on évoquera aussi de nombreux autres sujets. Restez avec nous. C'est la deuxième partie du débat de France 24, toujours consacrée à la crise qui secoue le Proche-Orient, avec Israël qui à la fois masse des soldats à sa frontière et des blindés à sa frontière avec la bande de Gaza et intervient dans un certain nombre de villes mixtes pour tenter de calmer les manifestations qui ont notamment mis aux prises les habitants juifs et arabes israéliens qui jusqu'à présent coexistaient plus ou moins pacifiquement. On continue d'en débattre avec nos invités. Emmanuel Charby,
Charbi, avocat et notaire, qui est avec nous en direct d'Israël, tout comme Talat Chinaoui, doctorant en sciences sociales à l'université de Louvain en Belgique et palestinien d'Israël ou arabe israélien. Également avec nous Sylvain Bull, professeur de sociologie à l'université de Paris, spécialiste de la société israélienne et du conflit israélo-palestinien. Sylvain Bull, vous voulez réagir car le terme d'apartheid ne vous semble pas convenir à la situation aujourd'hui vécue par les Arabes israéliens. Oui, je pense qu'il faut faire très attention avec les mots. On peut dire qu'évidemment, il y a des injustices absolument criantes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant précédent, Emmanuel Charbi. La loi de l'État-nation juive prise en 2018, elle n'a pas changé grand-chose. C'est une espèce de voile symbolique qui d'ailleurs n'a pas d'effet, on oublie de le dire. D'autre part, on oublie quand même de dire que la Cour suprême est souvent un pilier de la démocratie dans des cas extrêmes. Ça, c'est la première chose. Elle a d'ailleurs reporté son audience prévue sur le cas du quartier de Sheikh Jarrah qu'on va évoquer dans un instant à Jérusalem-Est, qui est à l'origine de ce dernier mouvement, en tout cas, qu'on observe actuellement à Jérusalem-Est et par la suite en Israël. Tout à fait, mais pour terminer sur le cas d'Israël, qui n'est pas le cas de Jérusalem, parce que les statuts sont très différents, on peut dire qu'il y a une vraie crise de la reconnaissance sociale et politique. Il y a une crise de la reconnaissance sociale des Palestiniens. Il est vrai qu'il y a un certain mépris social qui s'est instauré, mais plutôt par l'usage, pas dans la loi du tout. Et inversement, il y a une vraie crise politique de la reconnaissance de l'État d'Israël par les Palestiniens, notamment la jeune génération qui a un agenda émotionnel, social et politique très différent de leurs parents, qui étaient encore attachés à ce qu'on appelle l'intégration, mais y compris par les partis arabes. Ce n'est pas du tout le cas des Palestiniens. Alors même que les partis arabes effectuent une percée, on l'évoquera dans un instant avec vous, mais sur cette question de la loi, vous dites la loi en elle-même, finalement, ça ne change pas grand-chose, c'est surtout l'usage qui fait qu'il y a ce ressenti de citoyens de seconde zone, l'exploitation économique d'une certaine manière, c'est ce qu'on comprend dans vos propos. Reste tout de même, ces mots, les implantations juives relèvent de l'intérêt national, c'est donc qu'il faut effectivement que des quartiers passent aujourd'hui aux mains de la communauté juive, des quartiers jusque-là arabes, c'est comme ça qu'il faut le comprendre ? En Israël, en tout cas, il n'y a pas de quartier juif qui passe aux mains des Arabes et inversement. Les implantations concernent plutôt en effet un agenda flou. C'est là où en effet la loi elle est floue. Du côté palestinien, dans les territoires, parce qu'en effet, elle dit qu'il peut y avoir des implantations. Et ça sous-tend qu'il pourrait y avoir un agenda d'annexion, ce qu'a exploité l'extrême droite. Mais en Israël, et concernant encore une fois la question des citoyens israélien, palestinien, la loi ne change pas. Par contre, ce qui est instauré dans l'usage... Il n'y a pas d'agenda d'annexion dans les faits. Dans les faits, non. Pas en Israël. Il y a par contre en effet, des discriminations ou des inégalités sur le foncier. Sur le foncier, par exemple. Oui. Il est vrai que les quartiers palestiniens sont cantonnés, qu'il est très difficile d'acheter du foncier à Tel Aviv si on est palestinien, etc. Mais de ce point de vue-là, ce n'est pas lié à la loi. C'est un usage qui est lié à une longue tradition historique. Emmanuel Charbit, il existe des statuts spéciaux pour des organisations comme le Fonds national juif ou l'Agence juive qui ont des prérogatives sur des projets de développement qui, selon la loi, ne servent que la communauté juive. C'est comme ça qu'il faut le comprendre ou on se trompe complètement quand on fait cette lecture ? Je ne vais pas vous dire que vous vous trompez complètement, mais juste pour revenir sur le terme implantation que vous citiez dans le texte de loi sur l'État-nation, il ne s'agit pas des implantations de Judée-Samarie, c'est-à-dire qui se situent de l'autre côté de la ligne verte, mais d'implantation dans le sens de villes à l'intérieur d'Israël. Après, pour ce qui est du changement de population de certains quartiers que vous évoquez, je vous rappelle tout de même qu'Israël est un pays à 80% juive et à 20% arabo-musulmane, on va dire. Et donc, à ce titre-là, il est quand même compliqué qu'un quartier complètement juif puisse devenir un quartier arabe uniquement par le jeu des statistiques et de la démographie. Ça paraît évident. Après, que certains organismes aient des statuts particuliers, ce sont des organismes qui sont des organismes étatiques nationaux. Si vous voulez faire dire à l'État d'Israël qu'il a pour vocation, entre autres, de faire venir à lui la plus grande partie des Juifs du monde, c'est une évidence, c'est la palissade. L'État d'Israël a pour vocation, en effet, de faire venir le plus de Juifs du monde et de les faire vivre, sur ce territoire. Mais ce faisant, pardonnez-moi, excusez-moi de vous interrompre, mais ce faisant, est-ce qu'il n'a pas pour vocation donc de réduire la proportion d'Arabes en son sein ? Et c'est vous qui le dites, c'est pas ce que dit la loi. C'est une question.
Mais je vous réponds, ce n'est pas ce que dit la loi. La loi vise, encore une fois, je comprends qu'il soit compliqué pour des Européens et pour des Français de faire la différence entre la citoyenneté et la nationalité, mais on parle bien de ça. On a des citoyens israéliens qui sont juifs, arabes, chrétiens, ce que vous voulez, et des nationaux juifs qui sont le cœur de cet État, c'est-à-dire que les décisions sont prises avec un regard particulier pour cette population. Mais les décisions s'appliqueront à la totalité de la population et pour le bien de tous. Talat Chinaoui. Vous voyez bien que 15 députés représentent la population arabe de ce pays et qu'ils sont aujourd'hui aux portes du gouvernement ou en tout cas prêts à le soutenir de l'extérieur. On va l'évoquer cette question d'ailleurs dans un instant. Oui, enfin, on peut l'évoquer tout de suite d'ailleurs avec vous, Talat Chinaoui. Peut-être une réaction effectivement sur cette question du foncier, de l'accession à la propriété. Et puis, bien sûr, la représentation aujourd'hui des Arabes israéliens dans la politique israélienne avec ce parti, notamment RAM, qui avec 4 députés à la Knesset, pourrait bien devenir demain faiseur de roi. On va en parler davantage dans un instant, mais d'abord peut-être vous vivez comme injuste aujourd'hui les lois qui régissent le foncier en Israël? Est-ce que vous nous entendez, Talat Chinaoui? Un problème, visiblement, de liaison. On va dire un mot peut-être de Jérusalem-Est, parce que là aussi c'est un statut particulier. Israël n'a pas donné aux Palestiniens de Jérusalem-Est la citoyenneté israélienne, mais seulement le statut de résident. Ça veut dire qu'ils pourraient, s'ils quittaient Jérusalem-Est, ne pas pouvoir y revenir. Oui, alors là, pour le coup, ça c'est un fait. C'est très différent des Palestiniens d'Israël. C'est-à-dire que les Palestiniens de Jérusalem ont une carte d'identité qui est plus ou moins attribuée de façon permanente ou non, qui peut être remise en cause. Et de plus en plus, il faut avoir quitté le pays 6 mois pour voir sa citoyenneté remise en cause. Et là, on a véritablement un problème de citoyenneté. Et par ailleurs, les lois sont limitées. Les Palestiniens de Jérusalem n'ont pas de passeport national, ils n'ont pas la nationalité, ils sont restreints dans leur droit à la mobilité, ils ne voyagent pas en Israël, quelquefois ils ne voyagent pas dans les territoires et ils ont des restrictions assez importantes en matière foncière, de services. Moi, je parle plutôt de périphérisation de Jérusalem-Est. Là aussi, le terme d'apartheid a un tout autre sens. La question du rapport entre nationalité et citoyenneté est vraiment extrêmement important dans les deux cas. Je pense qu'il ne faut essayer de ne pas confondre les deux. Donc, à Jérusalem-Est, il y a véritablement un problème de citoyenneté en plus d'un problème de nationalité. Mais le problème de la nationalité de Jérusalem, là, il revient aux Jordaniens, à la communauté internationale, au titre du droit au retour, d'une régularisation ou d'une solution à 2 États, à un État, etc. Par contre, en matière de citoyenneté, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Il est urgent de trouver des solutions. Emmanuel Charbit, on peut, comme le fait encore une fois ce texte sur l'État-nation, revendiquer Jérusalem comme capitale pleine et entière d'Israël, y compris donc dans sa portion orientale, et dans le même élan, dénier aux Palestiniens qui habitent Jérusalem-Est la nationalité israélienne? Vous savez, l'autorité palestinienne déclare Jérusalem comme sa capitale et je suis persuadé qu'elle verrait d'un très mauvais œil que demain 500 000 Israéliens juifs viennent s'installer dans la partie orientale de Jérusalem. Ce sont des déclarations qui engagent le pays ou l'organisme qui les tient. Dans les faits, encore une fois, la raison pour laquelle les Palestiniens de Jérusalem-Est ne sont pas israéliens, mais ont gardé pour la plupart des passeports soit jordaniens, soit égyptiens, soit libanais, soit que sais-je, c'est que Israël, et peut-être par manque de courage politique à un moment donné, a refusé ou a repoussé un peu plus tard la question de Jérusalem, comme il a repoussé la question de l'annexion pleine et entière des territoires de Judée-Samarie, de Cisjordanie. Et donc à ce titre-là, c'est pour ça que ces personnes-là n'ont pas de passeport et n'ont pas de citoyenneté israélienne. Mais comme le disait Madame Bull, les citoyens israéliens arabes à l'intérieur de des frontières de 67 ou de la ligne de 67 ont la même citoyenneté que moi ou que mon voisin chrétien. Pour ce qui est du foncier, je rappellerai qu'en Israël en tout cas, c'est l'État qui détient plus de 95% des terrains et autorise l'équivalent de baux amphithéotiques, c'est-à-dire de contrats de location à durée soit très, très importante, soit indéterminée. Et donc, ce ne sont
très peu de gens sont propriétaires de leur terrain. Et si on regarde aujourd'hui, de toute façon, ce que vous disiez, Tel Aviv ou des villes à majorité juive, de toute façon, ces personnes arabes ne veulent pas venir habiter là-bas. Et de toute façon, les prix sont aujourd'hui incalculables, ce qui fait que personne ne peut venir y habiter. Mais il faut bien regarder la vérité en face. La vérité est que vous avez une population aujourd'hui qui est israélienne, juive, arabe et autres, qui ont pour la plupart, qui ont pour la totalité les mêmes droits, qu'évidemment après il puisse y avoir des discriminations au cas par cas, mais comme partout, vous venez de France, écoutez, je crois qu'il y a des manifestations en France très souvent de populations immigrées qui se disent discriminées. Donc qu'il y ait une discrimination au cas par cas ou qu'elle soit devenue un habitus, peut-être, mais qu'elle soit quelque chose de totalement institutionnalisé, de légal et qu'on parle d'apartheid, Madame Bull a mille fois raison. On sort de toute proportion. Talat Chinaoui, votre réaction, sachant que donc aujourd'hui, et c'est là effectivement la nouveauté actuellement, un parti islamiste mené par un arabe israélien, Mansour Abbas, pourrait demain, en tout cas c'est son souhait semble-t-il, intégrer une majorité et participer à la politique du pays. Est-ce que cela changerait, d'après vous, le sort des arabes israéliens en Israël ? Je pense déjà qu'il ne sera pas accepté parmi la droite israélienne. Mansour Abbas, c'est le Coran qu'il représente. Mansour Abbas n'est pas soutenable parce qu'il présente un Coran. Et le Coran qu'il présente, c'est quand même céder complètement aux exigences israéliennes. Et ça, c'est quelque chose quand même, c'est très risqué pour les Arabes israéliens. Et je ne pense pas qu'elle fera partie du gouvernement, parce que même si elle veut faire partie, il y a Ben Gvir, Smotrich, le parti d'extrême droite, et ils ne vont pas l'accepter. Il a d'ailleurs déjà refusé de former une coalition avec Benyamin Netanyahou et ce parti RAM, précisément pour cette raison. Sylvain Bull nous disait à l'instant que la jeunesse qui manifeste aujourd'hui dans ces villes mixtes, la jeunesse arabe-israélienne ou palestinienne, refuse d'une certaine manière ou ne se reconnaît pas dans ces partis et peut-être notamment dans ce parti arabe pour demain la représenter au sein du gouvernement. Elle ne voit pas de débouché politique. Il n'y a pas de volonté aujourd'hui de peser par les urnes sur. On y a renoncé auprès d'une partie de la population arabe israélienne. Oui, si on voit la participation des Arabes en Israël lors des dernières élections, ils ne dépassaient pas les 60%. Même c'était moins, même c'était autour de 50 à 55%. Donc oui, je pense que c'est la jeunesse qui est en train de manifester et il ne voit pas en fait l'espoir dans les partis qui sont en place. Oui. Sylvain Bull, vous voyez demain une majorité se former, on dit Yair Lapid en discussion assez avancée avec ce parti RAM pour demain parvenir au pouvoir. C'est en bonne voie d'après vous ? Oui, je pense qu'on va arriver à une coalition. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui n'est pas souvent dit, c'est que RAM, en fait, a un agenda similaire à l'extrême droite israélienne, parce qu'il faudrait parler aussi de la question de la religion. Vous voulez dire au parti sioniste religieux, précisément de celui qu'on évoquait à l'instant, de Bezalel Smotrich ? Oui, pour des questions d'expression de la religion dans l'espace public. C'est-à-dire que RAM est un parti qui prône véritablement la liberté de culte dans l'espace public, qui pour le moment est assez mixte. C'est quelque chose qui a été sauvé en 1948, c'est le droit du culte, ce qu'on appelle le statu quo. Et RAM a un agenda pour réaffirmer le rôle de l'islam. Et c'est peut-être là-dessus qu'il peut y avoir des coalitions cachées. Mais avec un espace pour s'exprimer réellement en Israël ? Y compris pour une organisation qu'on dit proche des frères musulmans ? Absolument, pour les Palestiniens musulmans qui sont en devenir de religiosité. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que la jeunesse palestinienne ne se reconnaissait pas dans les partis, mais aussi dans l'État d'Israël, en tant que nation. Il y a une anti-normalisation, il y a un refus de la normalisation. Par contre, il est vrai, dans les villes où ont lieu les émeutes, que nous connaissons bien, et puis là, c'est objectivé sur la statistique, ce sont des villes pauvres,
C'est une classe plutôt populaire palestinienne pauvre, et d'ailleurs une classe de Mizrahim, juifs également pauvres, et qui est souvent, on l'a constaté depuis 10 ans, qui exprime maintenant un islam dans l'espace public, alors qu'il ne le faisait pas il y a 10 ans. On voit des drapeaux, des frères, etc. Et de ce point de vue-là, c'est une population qui peut rallier le RAM, qui ne ralliera jamais Hadash ou d'autres partis Balad, parce que ce sont des partis classiques, politiques. Là, nous avons affaire à un parti religieux. Et qui trouve d'une certaine manière les voies de la citoyenneté à travers l'expression de sa religiosité. Oui, en tout cas du maintien d'une diversité religieuse. C'est pas tout à fait la même chose. D'une cohabitation religieuse, c'est pas la même chose. En jugeant peut-être préférable même de pouvoir l'exprimer en Israël que dans d'autres pays frontaliers. Ah, mais ce sont des citoyens d'Israël. Mais ils se considèrent comme tels. Ah, évidemment, encore une fois, dans les ambivalences que cela suppose. Il y a beaucoup d'instrumentalisation de part et d'autre. Emmanuel Charbit, vous souhaitez que ce parti, RAM, participe demain au pouvoir en Israël? Moi, je suis avocat, je ne suis pas homme politique, donc je souhaite... Mais vous êtes citoyen et vous avez... Je n'ai pas d'agenda, et donc à ce titre-là, je n'ai pas. Il est évident que Mansour Abbas a tenu un discours extrêmement, j'allais dire sioniste, en tout cas pro-israélien au lendemain des élections. Est-ce qu'il est nécessaire qu'un jour ou l'autre, un parti intègre le gouvernement? Ça paraît évident. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous savez, on est dans un système proportionnel poussé à l'extrême. Donc de toute façon, les alliances ne sont que des alliances de circonstances et quasiment pas des alliances idéologiques. C'est-à-dire qu'il faut que les 4, 5, 6 partis qui s'asseyent autour de la table trouvent un dénominateur commun. Alors si RAM, sur 1 ou 2 points, arrive à se mettre d'accord avec soit des partis de droite et des partis religieux, soit avec des partis du centre et des partis de gauche, ils rentreront, et ça permettra peut-être à un moment de crever justement l'abcès qui paraît aujourd'hui important de la population arabe israélienne. Mais le désamour, en tout cas des Arabes israéliens pour leur parti est une évidence quand on voit qu'aujourd'hui, au lendemain, par exemple, des accords d'Abraham qui sont passés devant la Knesset pour être validés, les partis arabes ont juste trouvé bon de voter contre, alors que c'est une évidence, justement, que pour un pays qui contient 20% de sa population arabe, signer des accords avec d'autres pays arabes est une bonne chose. Mais non, ils considèrent que ce n'est pas une bonne chose parce que leur seul agenda est l'État palestinien. Et donc, à ce titre-là, ils n'arrivent pas, en tout cas pour ce qui est de leur représentation de leur population, à faire miroiter ou à faire rêver à leur population un avenir serein dans le pays qui est aujourd'hui le leur. Ces accords de reconnaissance, Talat Chinaoui, de normalisation avec un certain nombre de pays, on l'a dit, avec Oman, avec le Soudan, avec les Émirats arabes unis ou encore le Maroc, vous les avez vécus, vous, comme une normalisation bienvenue ou au contraire une forme de trahison à la cause palestinienne et peut-être aussi en tant que Palestinien d'Israël à votre cause? Et je pense que le conflit n'est pas avec les Émirats arabes unis ou avec le Bahreïn ou avec le Maroc, mais plutôt avec les Palestiniens. Et donc tout accord qui exclut peut-être les Palestiniens, en fait, ce n'est pas un accord qui est pour peut-être le bien de tous. Oui. Il y a effectivement ce sentiment de solidarité très fort et d'attachement, d'après vous, Sylvaine Bull, et qui peut aller jusqu'à désavouer tous ceux qui concluraient des accords avec cette droite actuellement au pouvoir en Israël, en tout cas perçue comme telle, qu'il s'agisse demain peut-être de Mansour Abbas. Alors maintenant, la négociation ne se fait plus avec le Likoud, mais même en cas d'accord avec Yair Lapid, est-ce qu'il se trouverait désavoué par une partie de l'opinion publique arabe-israélienne? Et de la même manière, ces pays qui ont accepté de reconnaître Israël et de normaliser leurs relations, comment sont-ils vus par cette base? Oui, sans doute. Ça va être extrêmement difficile parce que le discours patriote et nationaliste est extrêmement fort en Palestine et on risque peut-être de se retrouver politiquement, en tout cas en façade, dans la situation des jérusalémistes qui acceptent de collaborer avec Israël, de prendre des passeports israéliens, ça existe, n'oublions pas, 10 000 passeports israéliens délivrés chaque année, ou de tout simplement le boycott général des Palestiniens de Jérusalem qui dure depuis 1967. Mais en même temps, l'économie, c'est toujours ce qui a réuni les peuples, partout au monde, et le libéralisme et le capitalisme en particulier. Donc il y a en effet le discours de façade, et puis il y a aussi des arrangements de proximité qui existent de pays à pays, d'individu à individu, d'entreprise à entreprise, de groupe à groupe. Je voudrais dire quand même que par rapport à la question politique et à l'agenda de la coalition,
si nous arrivons à une coalition, ce sera une bonne chose, mais je crois, enfin, quelle qu'elle soit, mais je crois que ce n'est pas là que se joue le devenir d'Israël ni des Palestiniens. Nous avons réellement besoin aujourd'hui d'un modèle juridique, politique, de justice qui ne soit pas institutionnel. Nous avons besoin aussi d'une démocratie directe. Et c'est là où la jeunesse palestinienne est attendue. La jeunesse israélienne, elle n'est pas en difficulté. Une démocratie directe qui peut repasser justement par des accords de proximité dans des quartiers, dans des villes, entre les deux communautés. Et là-dessus, il ne faut pas attendre grand-chose d'un agenda institutionnel qui se dessine si accord il y a. Merci Sylvaine Bull. Nous arrivons au terme de ce débat. Je remercie également Emmanuel Charby d'y avoir participé, Talat Chinaoui ainsi que Gwendoline de Bono pour France 24. Restez avec nous, prochaine édition dans 8 minutes dans Paris Direct.